La frontière de l'espace est plus proche de vous que la ville voisine. Pas à des années-lumière, pas quelque part au fond d'une frontière lointaine perdue parmi les étoiles, mais à un peu plus de 100 km au-dessus de votre tête. Une distance que vous parcouriez en voiture en 1 heure environ, si seulement la route se mettait à monter vers le ciel. Et à l'instant précis où vous franchiriez cette ligne, tout ce dont votre corps dépend aurait disparu. L'air quitterait vos poumons en 1 seconde. L'humidité sur votre langue se mettrait à bouillir. Il vous resterait 9 secondes de pensée claire, peut-être 15, avant que l'obscurité ne vous emporte. Et pendant ces quelques secondes, l'endroit le plus hostile que les êtres humains aient jamais découvert ne chercherait même pas à vous tuer. Il ne serait tout simplement pas arrangé pour vous garder en vie. C'est là que tout commence, juste au-dessus de vos yeux, et cela devient plus étrange, plus froid et plus effrayant à chacun des pas que nous ferons en nous éloignant de chez nous. Alors installez-vous confortablement, prenez le temps de vous poser. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, abonnez-vous et restez un moment avec nous, parce qu'à la fin de cette nuit, l'obscurité au-dessus du ciel ressemblera moins à un vide qu'à quelque chose qui, silencieusement, vous regarde en retour. Maintenant, entrons doucement dans le sujet. Première partie, la ligne au-dessus de votre tête. L'espace n'est pas un endroit lointain, c'est la première chose à comprendre, et c'est aussi celle que presque personne ne croit vraiment, parce que tout, dans notre façon de parler de l'espace, nous encourage à l'imaginer comme un ailleurs, un endroit vers lequel il faudrait voyager très longtemps avant d'arriver. La vérité est plus étrange et beaucoup plus proche que cela. Si vous pouviez orienter votre voiture droit vers le haut et rouler à la vitesse d'une autoroute, vous entreriez dans l'espace en 1 heure environ. La frontière qui sépare le monde où vous vivez de l'environnement le plus hostile que l'humanité ait jamais rencontré se trouve à seulement 100 km au-dessus de votre tête, c'est-à-dire une distance plus courte que celle qui sépare beaucoup de gens de la ville où ils sont nés. Nous avons l'habitude de nous représenter le ciel comme une chose dotée d'une véritable épaisseur, un plafond bleu et doux qui maintiendrait le monde en place. Ce n'est absolument pas cela. La couche d'air qui vous garde en vie est étonnamment mince, bien plus mince que quiconque ne l'imagine. Environ la moitié de la masse totale de l'atmosphère se trouve en dessous d'une altitude de 5,5 km seulement, c'est-à-dire plus bas que le sommet des plus hautes montagnes. Montez au-delà de cette altitude et la moitié de l'air est déjà sous vos pieds. Continuez encore et l'atmosphère se raréfie jusqu'à devenir presque rien, bien avant que vous n'atteigniez cette frontière située à 100 km. Si vous réduisiez la Terre à la taille d'une pomme, la totalité de l'atmosphère respirable serait plus fine que la peau de cette pomme. Tout ce que vous avez respiré, chaque nuage que vous avez regardé passer, chaque oiseau, chaque avion, chaque système météorologique qui a traversé le ciel au-dessus de vous, tout cela se produit à l'intérieur d'une pellicule si délicate qu'elle se remarque à peine à l'échelle de la planète. Au-dessus de cette pellicule, il n'y a aucune transition douce vers un autre lieu. Il y a simplement le début d'un endroit où aucune des règles dont votre corps dépend ne continue de s'appliquer. Et la première chose que cet endroit ferait à un être humain sans protection n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Nous avons tous vu la version des films où une personne exposée au vide gonfle et éclate instantanément, ou gèle sur place, ou explose dans un éclair spectaculaire et miséricordieux. Rien de tout cela ne correspond à ce qui se passe réellement, et la réalité est plus silencieuse et à sa manière bien plus troublante. Si vous étiez exposé au vide de l'espace sans aucune protection, vous n'exploseriez pas. Votre peau est assez solide pour vous maintenir d'un seul tenant face à cette modeste différence de pression. Ce qui se produirait à la place, c'est que vous disposeriez d'environ 9 à 15 secondes de conscience utile. Pendant ces secondes, vous seriez encore éveillé, encore lucide, encore capable de penser et de bouger. Le problème, c'est que l'oxygène déjà présent dans votre sang serait tout ce qu'il vous resterait. Et une fois que votre corps aurait fait circuler cet oxygène jusqu'à votre cerveau et qu'il aurait été consommé, il n'y en aurait plus jamais d'autre. Vous glisseriez dans l'inconscience sans douleur et sans avertissement, comme quelqu'un qui s'endort sans l'avoir voulu. Avant cela, pourtant, autre chose commencerait. L'eau contenue dans votre corps réagirait à l'absence de pression autour d'elle. À la température de vos tissus, l'eau placée dans le vide cherche à se transformer en vapeur. Et donc l'humidité de votre peau et des parties molles de votre corps se mettraient doucement à bouillir. Ce phénomène porte un nom. On l'appelle l'ébullisme, et il n'a rien de théorique. En 1966, un technicien nommé Jim LeBlanc se trouvait dans une chambre à vide d'une installation de la NASA, en train de tester une combinaison spatiale lorsqu'un tuyau a cédé et que sa combinaison a perdu sa pression. Il a été exposé à un vide presque total pendant un court instant, avant que la chambre ne puisse être remise sous pression et qu'on le sauve. Il a survécu, et il a pu décrire ce qu'avaient été ces secondes. La dernière chose dont il se souvenait avant de perdre connaissance, c'était la salive sur sa langue qui commençait à bouillonner et à bouillir dans sa bouche. Ce détail mérite qu'on s'y arrête un instant parce qu'il vous dit quelque chose sur le caractère de l'endroit dans lequel nous nous apprêtons à voyager. Le vide ne l'a pas tué instantanément. Il n'a rien fait de violent ni de théâtral. Il a simplement commencé, calmement et sans la moindre malveillance, à démonter un corps humain selon les lois ordinaires de la physique.
parce que ces lois ne prévoient rien pour maintenir une personne en vie. C'est la vérité qui revient dans tout ce qui va suivre. Rien là-haut ne cherche à vous faire du mal, c'est simplement que rien là-haut n'est arrangé en votre faveur, et que l'absence de cet arrangement suffit amplement. Prenez la température, car là encore l'intuition que la plupart des gens transportent est fausse. Nous disons que l'espace est froid, et nous imaginons quelque chose comme la nuit la plus glaciale possible, un gel qui vous emporterait rapidement. Mais le froid, tel que votre peau le comprend, exige quelque chose pour emporter la chaleur loin de votre corps. Et dans le vide, il n'y a presque rien pour assurer ce transport. La chaleur se déplace principalement par contact et par le mouvement de l'air. Et dans l'espace, il n'y a pas d'air à mettre en mouvement. Le danger devient donc une chose étrange et coupée en deux. Du côté tourné vers le soleil, avec la lumière qui tombe directement et rien pour la disperser, une surface peut grimper bien au-delà de 100 degrés, assez chaud pour cuire. Du côté tourné vers l'ombre, cette même surface peut descendre bien en dessous de 100 degrés sous zéro, assez froid pour la faire éclater. Il n'y a pas de juste milieu confortable. Un objet dans l'espace n'est pas simplement froid. Il est brûlant et glacé en même temps, dans le même instant, séparé seulement par la direction vers laquelle il se trouve tourné. Vous commencez à percevoir la forme de la chose. Le monde sur lequel nous vivons est une bande étroite de conditions tolérables, maintenue en place par une coquille d'air d'une finesse presque impossible. Et cette coquille est la seule raison pour laquelle toutes les choses effrayantes dont nous allons parler restent, pour l'instant, à distance respectueuse. Retirez la coquille, et le bord le plus proche de l'environnement le plus extrême que nous connaissions ne se trouve pas à des années-lumière. Il se trouve directement au-dessus de vous en ce moment même, plus près que l'horizon. Il y a une formule qu'il vaut la peine d'introduire ici, parce que nous y reviendrons plusieurs fois au fil du chemin et qu'elle voudra dire quelque chose de différent à chaque fois. L'idée est celle-ci. Plus vous voyagez loin, plus l'obscurité cesse d'être vide et commence à devenir une présence. À ce premier seuil, à seulement 100 km, l'obscurité est encore surtout une absence, un manque d'air, de chaleur et de pression. Mais même ici, au bord le plus superficiel du voyage, vous pouvez sentir le début du changement. L'obscurité au-dessus du ciel n'est pas simplement l'endroit où l'air s'arrête. C'est le premier indice de quelque chose qui nous attend là-haut depuis toujours, patient, immense et indifférent, retenu seulement par cette mince pellicule bleue à laquelle nous ne pensons presque jamais. La plupart d'entre nous vivons toute notre vie sans jamais lever les yeux et comprendre ce que nous sommes réellement en train de regarder. Nous voyons le bleu et nous le lisons comme une sécurité, comme un couvercle, comme le sommet confortable du monde. Ce que nous voyons en réalité, c'est la dernière marge fine avant que tout ne change. Le bleu n'est pas la vraie couleur du ciel. C'est la lumière du soleil dispersée par les molécules de l'air, renvoyée et renvoyée encore jusqu'à ce que le dôme entier se mette à briller. C'est un tour de lumière exécuté par la substance même qui nous permet de respirer. Et c'est la seule chose qui se dresse entre un après-midi ordinaire et le commencement du vide. Si vous vous êtes déjà tenu dehors par temps clair, si vous avez senti le soleil sur votre visage sans y penser, alors vous vous teniez au fond d'un océan d'air, regardant à travers la seule partie de l'univers qui ait jamais été bienveillante envers nous. Tout ce qui se trouve au-dessus, tout ce qui dépasse le point où le bleu s'efface vers le noir, est un endroit qui ne vous garderait pas en vie le temps d'une respiration retenue. Et cet endroit ne commence pas à une distance inaccessible, mais à une altitude vers laquelle un avion de ligne monte à moitié lors d'un vol ordinaire. C'est donc là que le voyage commence. Pas au milieu des étoiles, pas au bord de la galaxie, mais ici, juste au-dessus de votre tête, à la ligne où l'air s'épuise. C'est le seuil le plus doux que nous franchirons ce soir. Le plus proche de la maison, celui qui garde encore une vague ressemblance avec un endroit qu'une personne pourrait imaginer survivre. Et déjà, à cette première marche, la plus superficielle de toutes, les règles ont complètement changé. Déjà, l'environnement est devenu un environnement qui démontrait un être humain en quelques secondes, calmement, par le simple fonctionnement ordinaire de la physique. Il existe un seuil sur le chemin de la montée dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et il illustre ce point mieux que presque tout le reste. On l'appelle la limite d'Armstrong, et elle se situe à une altitude d'environ 19 km seulement, à peu près 62 000 pieds, largement à la portée de certains appareils. À cette hauteur, la pression de l'air a tellement chuté que l'eau bout à la température du corps humain. Cela signifie qu'au-dessus de la limite d'Armstrong, l'humidité de vos yeux, de votre bouche, de vos poumons et de votre salive commence à s'évaporer en bouillant, alors même que votre corps est à sa chaleur normale. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la frontière de l'espace, 100 km plus haut, pour rencontrer des conditions qui vous tueront de cette manière étrange et très particulière. Il vous suffit de monter d'environ 19 km, une distance que certains ballons ont franchie, et déjà l'intérieur de votre propre corps cherche à se transformer en vapeur. Les pilotes qui volent à cette altitude portent des combinaisons pressurisées non pas contre le froid, mais contre l'ébullition, parce que sans elles leur sang se mettrait à mousser dans leurs veines. L'atmosphère sous laquelle nous vivons n'est pas une chose unique, mais une série de couches minces empilées les unes sur les autres, et chacune est plus étrange et moins hospitalière que la précédente. La couche la plus basse, la troposphère,
est celle où se produit toute notre météo, où les nuages se forment et où la pluie tombe, et elle ne s'élève qu'à une dizaine de kilomètres avant de s'arrêter. Au-dessus s'étend la stratosphère, mince, sèche et immobile, où l'ozone qui nous protège du pire du rayonnement solaire est concentrée dans une couche si diffuse que si vous la rassembliez en une seule feuille à la pression que nous respirons, elle n'aurait que quelques millimètres d'épaisseur. Quelques millimètres de gaz, c'est tout ce qui sépare la surface de la Terre d'un déluge de rayonnement ultraviolet qui stériliserait les continents. Au-dessus de la stratosphère, l'air se raréfie encore, à travers la mésosphère et au-delà, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à respirer et plus rien pour brûler les météores qui zèbrent la nuit, et les couches cèdent la place à l'obscurité ouverte. Les pionniers qui ont tenté les premiers d'atteindre ces hauteurs ont payé cette connaissance de leur vie. Les aéronautes du 19e siècle, montant dans des nacelles ouvertes, se sont élevés plus haut que le corps ne peut le tolérer et ont perdu connaissance sans comprendre pourquoi. Certains sont morts dans l'air raréfié, à des kilomètres au-dessus d'un monde qui paraissait paisible et petit en dessous d'eux. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que le ciel dans lequel ils s'élevaient n'était pas un océan clément, mais un poison de plus en plus rare, que chaque kilomètre gagné vers le haut arrachait une portion supplémentaire de la pression et de l'oxygène dont leur corps avait silencieusement besoin. Ils ont découvert le plafond de l'air respirable de la seule manière dont il pouvait être découvert, en montant jusqu'à ne plus pouvoir monter. Et certains d'entre eux ne sont jamais redescendus vivants. Et plus vous montez, même avant que l'air ne disparaisse complètement, plus la protection se dégrade. Ici, à la surface, l'épaisse couverture atmosphérique absorbe la plus grande partie du rayonnement qui se déverse en permanence depuis le Soleil et depuis les profondeurs situées bien au-delà du système solaire. Grimpé vers l'espace, cette couverture s'amincit sous vos pieds et le rayonnement augmente, si bien que les équipages des avions de haute altitude et les astronautes au-dessus d'eux absorbent bien plus de rayonnement cosmique que quiconque au sol. La même coquille mince qui nous donne de l'air à respirer est aussi le bouclier qui retient une grêle invisible de particules à très haute énergie qui, avec le temps, endommagerait chaque cellule vivante qui lui serait exposée. Nous ne vivons pas seulement au fond d'un océan d'air. Nous vivons derrière un mur que nous ne voyons pas, et ce mur est plus mince que nous ne l'imaginons jamais. Et tout ce que ce mur retient attend de l'autre côté d'une frontière que nous pourrions rejoindre en une après-midi de route. Retenez cette sensation de proximité, parce que nous sommes sur le point de la laisser derrière nous. Tout, à partir de maintenant, s'éloigne vers l'extérieur, et à chaque nouveau seuil, la peur changera de forme et deviendra quelque chose que le seuil précédent n'aurait pas pu vous préparer à affronter. Ce qui attend un peu plus haut, dans le ciel noir suspendu au-dessus du monde diurne, est une forme de permanence que la surface de la Terre ne nous a jamais montrée une seule fois. Au-dessus de la mince coquille bleue, quelque chose est toujours vrai qui n'est jamais vrai ici-bas. Et une fois que vous aurez compris de quoi il s'agit, vous ne regarderez plus jamais un après-midi dégagé tout à fait de la même manière. Deuxième partie. La nuit qui ne finit jamais. Montez un peu plus haut, au-delà de la ligne où l'air s'épuise, et vous arrivez à l'altitude où des êtres humains vivent réellement dans l'espace en ce moment même, cette nuit, pendant que vous écoutez. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à environ 400 km d'altitude, et il y a des gens à son bord à cette seconde précise, qui font le tour de la planète à une vitesse presque impossible à tenir dans l'esprit. Ils se déplacent à environ 28 000 km à l'heure. À cette vitesse, ils bouclent une orbite complète autour de la Terre, environ toutes les 90 minutes. Cela signifie que les astronautes à bord de la station voient le Soleil se lever et se coucher non pas une fois par jour comme nous, mais environ 16 fois toutes les 24 heures. 16 aubes, 16 crépuscules, un lever de soleil toutes les 45 minutes, chacun ne durant que quelques secondes, la ligne du Terminateur filant sur la courbe de la planète en dessous plus vite qu'aucune tempête. Et ici, à cette altitude, vous rencontrez le premier fait au sujet de l'espace qui change quelque chose de définitif dans votre façon de voir le ciel. Au-dessus de l'atmosphère, le ciel est noir. Même à midi, il n'y a pas de bleu là-haut. Non pas parce qu'il fait nuit, mais parce qu'il ne reste plus d'air pour disperser la lumière du soleil en ce dôme doux et lumineux sous lequel nous vivons. Le soleil brille toujours férocement, un disque blanc et dur, bien plus éclatant et plus violent qu'il ne le paraît jamais depuis le sol. Mais autour de lui, dans toutes les directions, il n'y a que du noir. Un astronaute en pleine lumière solaire, avec toute la force non filtrée du soleil sur sa visière, lève les yeux et voit non pas un ciel lumineux, mais un ciel noir, parsemé d'étoiles qui ne scintillent pas, parce qu'il n'y a pas d'air pour les faire trembler. Cela mérite d'être dit clairement, parce que c'est l'un de ces faits qui réorganise discrètement votre sentiment de l'endroit où vous vivez. Ici-bas, nous pensons au ciel noir comme appartenant à la nuit, comme à cette chose qui arrive quand le soleil s'en va. Là-haut, à seulement 400 km au-dessus de nos têtes, le ciel noir et le soleil aveuglant existent ensemble, en même temps, dans le même regard. Au-dessus du bleu, il fait toujours nuit. La lumière du jour que nous connaissons, le bleu doux et lumineux d'un après-midi ordinaire, n'est pas une propriété du soleil ni de l'espace. C'est une chose que notre mince coquille d'air fabrique pour nous, un confort local repeint chaque matin sur la face intérieure de l'atmosphère.
Montez au-dessus de la peinture et la vérité vous attend. Et la vérité, c'est que le ciel diurne est une illusion, et que la vraie couleur au-dessus de nos têtes, toujours et partout, est le noir d'une nuit permanente. Il y a dans ce fait quelque chose qui trouble les gens plus qu'ils ne s'y attendent. Ce n'est pas dangereux comme le vide est dangereux. Rien dans un ciel noir à midi ne vous fera de mal. Et pourtant, cela révèle que l'une des caractéristiques les plus fondamentales et les plus rassurantes du monde, le jour bleu et lumineux, est une chose si fragile qu'elle n'existe que dans les derniers kilomètres d'air. Et que juste au-dessus, l'univers est resté assis dans le noir pendant tout ce temps, à chaque heure de chaque après-midi dégagé dont vous avez jamais profité. La nuit n'a jamais été une chose qui arrive. Elle a toujours été là, directement au-dessus de vous, attendant derrière la lumière. Maintenant, à cette altitude, il y a un second fait, et c'est le premier signe que le vide devant nous n'est pas entièrement vide. Nous avons déjà commencé à remplir cette région, l'espace proche juste au-dessus de nos têtes, avec les débris de nos propres machines. Depuis les décennies où nous avons commencé à lancer des objets en orbite, nous avons laissé derrière nous une quantité énorme de déchets. Il y a environ 30 000 morceaux assez gros pour être suivis depuis le sol, chacun catalogué et surveillé parce que chacun est une arme potentielle. Et en dessous, trop petits pour être suivis mais bien plus nombreux, il y a des millions de fragments, des éclats de peinture, des morceaux de métal, des gouttelettes gelées d'anciens carburants, chacun voyageant à cette même vitesse orbitale de plusieurs kilomètres par seconde. À ces vitesses, la taille cesse d'avoir l'importance qu'elle a au sol. Un éclat de peinture pas plus gros qu'un grain de sable, lancé à la vitesse orbitale, transporte assez d'énergie pour fissurer le hublot renforcé d'un vaisseau spatial. Un boulon de la taille d'un doigt frappe avec la force d'une grenade. Les astronautes à bord de la station ont dû se mettre à l'abri plus d'une fois pendant que des débris suivis depuis le sol passaient assez près pour menacer coque. Et il y a une possibilité plus sombre qui plane sur tout cela. Une idée qui porte le nom du scientifique Donald Kessler, qui l'a décrite le premier. Si suffisamment d'objets entrent en collision là-haut, chaque choc produit une gerbe de nouveaux fragments. Et chacun de ces fragments peut à son tour en heurter un autre, produisant encore plus de fragments dans une cascade qui s'alimente elle-même. Le syndrome de Kessler, comme on l'appelle, décrit une réaction en chaîne incontrôlée de collision qui pourrait, dans le pire des cas, envelopper la Terre d'une coquille de shrapnel si dense que nous ne pourrions plus quitter la planète en toute sécurité. Nous pourrions, en principe, nous emmurer avec nos propres ordures et perdre le ciel. Restez un instant avec ce que cela signifie. La toute première région au-dessus de nos têtes, la couche la plus superficielle de l'océan dans lequel nous commençons à peine à nager, est déjà un endroit que notre présence a rendu plus dangereux, et non moins. La terreur de l'espace, comme nous allons l'apprendre, est surtout une terreur de l'absence, de la distance et de l'indifférence. Mais ici, tout au début, avant tout cela, il y a une peur plus petite et plus humaine, qui est que même dans la seule petite poche d'espace que nous ayons réellement atteinte, nous avons déjà laissé un désordre capable de nous piéger. Imaginez maintenant que vous êtes là-haut vous-même. Vous êtes à l'extérieur d'un vaisseau, très haut au-dessus de la Terre, la planète formant une courbe de bleu et de blanc sous vos pieds, et au-dessus et autour de vous le ciel noir avec ses étoiles dures et fixes. Le soleil est levé. Il devrait faire jour, et pourtant le ciel est celui de la nuit, et le silence est total parce qu'il n'y a pas d'air pour porter le moindre son. Vous portez la main au joint de votre casque, et, dans cette imagination, vous le brisez. L'air vous quitte aussitôt, aspiré vers le néant, et avec lui s'en va chaque son que vous ayez jamais connu, si bien que même le bruit de votre propre respiration disparaît. Vos oreilles bourdonnent d'un silence plus complet que tout ce que vous avez jamais ressenti, le silence d'un lieu où le son lui-même ne peut pas exister. Vous sentez l'humidité sur vos lèvres et sur votre langue commencer à pétiller et à se soulever en se transformant en vapeur dans le vide. Le froid ne vous a pas encore atteint parce qu'il n'y a rien pour le transporter. Et pendant un instant étrange, suspendu, vous flottez simplement, éveillé, conscient, dans le plein jour noir et aveuglant, à regarder la courbe bleue de votre planète natale tourner lentement sous vos pieds. Il vous reste peut-être 9 secondes de pensée claire. Vous passez la première à comprendre que le monde d'où vous venez est juste là, assez près pour en distinguer chaque nuage, et qu'il pourrait tout aussi bien se trouver à 1000 années-lumière, parce que les quelques centaines de kilomètres de hauteur vident entre lui et vous sont déjà de trop pour qu'un corps y survive. L'obscurité a cessé d'être simplement vide. Ici, enroulée autour de vous, en train de chasser l'air de vos poumons, elle est devenue une présence. Reculez de cette image, revenez à vous-même, dans la chaleur, dans l'air, au sol. C'est là le deuxième seuil, à seulement 400 km. Et déjà le ciel a révélé que sa lumière du jour est un mensonge et que son vide n'est pas aussi vide que nous l'espérions. Nous avons jeté nos détritus dans les bas-fonds, et même les bas-fonds ne nous laisseront pas respirer. Mais c'est encore, et de très loin, l'endroit le plus familier et le plus clément que nous visiterons. D'ici, nous pouvons encore voir la maison remplir la moitié du ciel. Nous pouvons encore distinguer les continents, la météo, les lumières des villes du côté nuit. Il vaut la peine de rester un peu plus longtemps là-haut, parce que la vitesse de cet endroit est aussi difficile à saisir que son obscurité, et que les deux ensemble produisent le danger. 28 000 km à l'heure, c'est un nombre difficile à ressentir.
Alors regardez ce qu'il produit. À cette vitesse, un objet traverse la longueur d'un pays entier en quelques minutes. Cela signifie que les astronautes à bord de la station ne dérivent pas paresseusement au-dessus du monde. Ils foncent autour de lui plus vite que n'importe quelle balle, assez vite pour que la seule raison qui les empêche de retomber sur Terre soit que le sol se dérobe sous eux aussi rapidement qu'ils tombent vers lui. L'orbite n'est pas l'absence de chute. L'orbite, c'est tomber si vite et se déplacer latéralement si rapidement que l'on continue de rater la planète. Chaque personne qui a jamais été en orbite a été, au sens le plus littéral, en train de tomber sans interruption, plongeant vers la Terre pour toujours sans jamais y arriver, maintenu dans une chute perpétuelle et contrôlée que nous avons appris à appeler la flottaison. Mettez maintenant cette vitesse en face des débris et vous comprenez pourquoi le danger est si aigu. Deux objets en orbite ne dérivent pas doucement l'un vers l'autre. Ils se rencontrent à une vitesse combinée qui peut approcher les 50 000 km à l'heure. Et à cette vitesse, les règles ordinaires de la dureté et de la souplesse cessent de s'appliquer. Une petite vis, un outil perdu, une gouttelette gelée de liquide de refroidissement frappant à cette vitesse délivre plus d'énergie qu'une grenade. Ce n'est pas hypothétique. Des hublots de vaisseaux ont été ébréchés et fissurés par des éclats de peinture. Des panneaux ont été perforés par des fragments trop petits pour avoir été suivis. Les astronautes qui vivent là-haut s'entraînent aux procédures de perte soudaine de pression, pour le moment où quelque chose qu'ils n'auront jamais vu venir ouvrira un trou dans le mur qui les sépare du vide. Parce que la région qu'ils habitent se remplit année après année des débris rapides de tout ce que nous avons jamais lancé et abandonné. Considérez la vitesse à laquelle nous avons rempli cette région, parce que cette rapidité dit quelque chose de nous. Le premier objet artificiel a été placé en orbite seulement en 1957, une petite sphère métallique qui tournait autour de la Terre en émettant un bip, et elle est restée là-haut quelques mois avant de retomber et de brûler dans l'air. C'était il y a moins d'une vie humaine. Dans les décennies qui ont suivi, nous avons lancé des milliers et des milliers de satellites, de fusées et de sondes, et les restes brisés de la plupart d'entre eux tournent toujours là-haut, parce que dans le quasi-vide de l'orbite basse, il n'y a presque rien pour les ralentir et les ramener chez eux. Les débris ne retombent pas vite. Une grande partie restera en orbite pendant des années, des décennies, des siècles, croisant et recroisant la trajectoire de tout ce que nous envoyons. Un nuage grandissant de métal rapide que nous avons ajouté au ciel en l'espace de quelques générations. Nous avons atteint la frontière de l'espace et l'une des premières choses que nous y avons faites, c'est d'y laisser nos ordures. Et maintenant, ces ordures constituent l'un des principaux dangers pour quiconque nous suivra. Il y a une solitude particulière dans la vue que l'on a de là-haut, que les astronautes eux-mêmes ont essayé de décrire et qu'ils ont surtout échoué à rendre, parce que les mots ne sont pas faits pour cela. Ils parlent de voir la Terre entière d'un seul coup, sa totalité, chaque océan, chaque continent, chaque endroit où chaque être humain qui a jamais vécu est né et mort, suspendu dans le noir, assez petite pour être couverte par un pouce. Et ils parlent de la finesse de l'atmosphère vue par la tranche, une faible ligne bleue épousant la courbe de la planète, si délicate qu'on dirait qu'un souffle pourrait la balayer. Beaucoup en reviennent changés, ayant vu par eux-mêmes ce que nous ne pouvons que décrire, à savoir que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons jamais fait, est contenu dans une mince pellicule d'air sur une petite bille de roche entourée de tous les côtés par une immensité noire et sans air qui commence à quelques centaines de kilomètres seulement et ne s'arrête plus jusqu'à la fin des temps. Cela va bientôt cesser. Le seuil suivant nous emmène loin de la Terre, vers le monde le plus proche que nous ayons, le seul corps de tous les cieux sur lequel des êtres humains se sont réellement tenus debout. Et quand nous y arriverons, nous découvrirons que même notre voisin le plus proche, la destination la plus amicale et la plus accessible de toute cette descente, est un lieu où aucune des choses qui donnent à un monde le sentiment d'être une maison n'a jamais existé. Troisième partie. Le voisin mort. La lune est suspendue dans notre ciel de manière si familière, si douce, si argentée et si constante qu'il est facile de la croire clémente. C'est la lumière sous laquelle nous rentrons chez nous, le visage à la fenêtre, la plus ancienne compagne que notre espèce ait jamais connue. Chaque être humain qui a jamais vécu a levé les yeux et vu la même lune. Et quelque chose dans cette présence partagée et immuable la fait ressembler presque à une partie de la Terre, à une seconde moitié plus silencieuse de la maison. Elle ne l'est pas. C'est le premier monde véritablement étranger de ce voyage, et la distance qui nous en sépare est la première distance de notre descente qui commence à briser l'imagination. La Lune se trouve en moyenne à environ 384 000 km. Ce nombre est difficile à ressentir, alors voici une manière de le tenir. Si vous preniez toutes les autres planètes du système solaire, Mercure et Vénus et Mars, Jupiter et Saturne, Uranus et Neptune, et que vous les aligniez côte à côte, toutes les 7, vous pourriez faire tenir la rangée entière dans l'écart entre la Terre et la Lune, et il resterait encore de la place. L'espace entre nous et notre plus proche voisine, le petit disque argenté qui semble assez proche pour être touché, est assez large pour avaler tous les autres mondes qui tournent autour de notre Soleil. Et ce n'est que le premier pas au-delà de notre propre planète. C'est la plus courte distance interplanétaire qui existe. Quand vous arrivez, vous trouvez un endroit qui ne possède aucune des choses qu'un monde est censé posséder.
Il n'y a pas d'air. Ce n'est pas une question d'air raréfié ou d'air mauvais. Il n'y a pratiquement aucune atmosphère, ce qui signifie qu'il n'y a aucun son. Si vous vous teniez sur la Lune et que vous criez, ou que vous frappiez deux pierres l'une contre l'autre, ou que vous allumiez un moteur fusée à côté de vous, vous n'entendriez rien, parce qu'il n'y a aucun milieu pour porter le son. Le silence de la Lune n'est pas le calme d'une nuit paisible. C'est une absence de son absolu et total, un silence que rien, en des milliards d'années, n'a jamais brisé, à l'exception des faibles vibrations transportées par la roche elle-même. Il n'y a pas de vent parce qu'il n'y a pas d'air à déplacer. Il n'y a pas de météo. Il n'y a pas de nuages, pas de pluie, pas de saison au sens où nous les entendons. Le ciel au-dessus de la surface lunaire est noir en permanence, de jour comme de nuit, pour la même raison que le ciel était noir au-dessus de la station spatiale. Il n'y a pas d'air pour disperser la lumière du soleil en bleu. Même en plein midi lunaire, avec le soleil qui brûle au-dessus, le ciel est un noir sans étoiles, parce que la lumière solaire sur le sol clair efface les étoiles du regard sans qu'aucun dôme bleu ne se forme jamais. Les jours et les nuits eux-mêmes ne ressemblent pas aux nôtres. À cause de la lenteur avec laquelle la Lune tourne, un seul jour lunaire et une seule nuit lunaire durent chacun environ 14 jours terrestres. Imaginez 2 semaines de lumière solaire continue et ininterrompue, le soleil rampant dans ce ciel noir si lentement qu'il semble à peine bouger. Puis 2 semaines de nuit continue et ininterrompue, une obscurité qui s'installe et ne se lève pas pendant la durée d'une demi-lune. Pendant le long jour, avec le soleil qui tape et aucun air pour répartir ou adoucir la chaleur, la surface grimpe à environ 127 degrés, assez chaud pour faire bouillir de l'eau bien des fois. Pendant la longue nuit, sans atmosphère pour retenir la moindre chaleur, ce même sol plonge à environ 173 degrés sous zéro. La même parcelle de poussière qui brûlait à midi devient, 2 semaines plus tard, assez froide pour geler instantanément le souffle d'un corps. Il n'y a pas de soirée douce entre les deux, pas de crépuscule rafraîchissant. Il n'y a que l'extrême, puis l'autre extrême, oscillant d'un bord à l'autre à travers un écart de 300 degrés. Et il y a encore quelque chose de plus étrange à propos de la Lune, à savoir qu'elle garde une face tournée vers nous en permanence et l'autre tournée à jamais ailleurs. Au fil des âges, l'attraction de la Terre a ralenti la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'elle tourne exactement une fois pour chaque orbite qu'elle accomplit, de sorte que le même côté fait toujours face à la maison. C'est pourquoi nous, sur Terre, avons regardé le même visage lunaire pendant toute l'histoire humaine, les mêmes mers et les mêmes cratères, la même expression patiente, sans jamais voir l'autre côté avant d'y envoyer une machine pour regarder à notre place. La face cachée de la Lune est tournée vers l'extérieur, loin de la Terre, vers l'obscurité ouverte. Et ce fait porte avec lui l'une des images les plus solitaires de tout le système solaire. Si vous vous teniez sur la face cachée de la Lune, sur l'hémisphère qui nous tourne le dos en permanence, vous ne verriez jamais la Terre. Ni à l'horizon, ni au-dessus de vous, à aucune heure du long jour, ni de la longue nuit. La bille bleue qui remplit le ciel de la face visible, la maison que les astronautes d'Apollo ont photographiée suspendue au-dessus des plaines grises, ne serait tout simplement pas là. Vous pourriez vous tenir sur cette surface toute une vie, tourner dans toutes les directions, et le ciel ne vous offrirait rien d'autre que des étoiles, le soleil et le noir entre les deux. La maison serait sous vos pieds, de l'autre côté d'un monde, caché à jamais par le corps même de la Lune. Il existe des endroits dans ce système solaire, pas à des années-lumière, mais à 3 jours de voyage de là où vous êtes assis, où la Terre ne s'est jamais levée et ne se lèvera jamais. Ici aussi, nous rencontrons une idée qui va grandir et devenir plus étrange à chaque fois que nous y reviendrons. Quand vous regardez la Lune depuis la Terre, vous ne la voyez pas telle qu'elle est, vous la voyez telle qu'elle était. La lumière met un peu plus d'1 seconde et un quart pour aller de la Lune à votre œil. C'est un petit délai, presque rien, mais il est réel. La Lune que vous voyez ce soir est la Lune d'il y a 1 seconde et quart, et cela signifie quelque chose de discrètement profond, que nous allons emporter avec nous jusqu'au bout de ce voyage. Quand vous regardez vers l'espace, vous regardez toujours quelque chose qui a déjà disparu. Vous ne voyez jamais le ciel tel qu'il est maintenant. Vous ne le voyez jamais que tel qu'il était, chaque point de lumière vous montrant un instant différent du passé, aucun d'eux n'étant le présent. Avec la Lune, le délai dépasse à peine un battement de cœur. Mais plus nous irons loin, plus ce délai s'allongera, jusqu'à s'étirer en millions puis en milliards d'années, et la lumière qui atteindra votre œil aura quitté des objets qui, depuis, ont changé au point d'être méconnaissables, ou se sont déplacés, ou sont morts, ou ont cessé entièrement d'exister. La Lune est l'endroit où cette vérité apparaît pour la première fois, douce et petite, un délai d'1 seule seconde d'écart. Souvenez-vous-en, elle ne restera pas petite. Pensez alors à ce qu'est réellement la Lune. C'est le monde le plus proche du nôtre. C'est le seul autre sol sur lequel des êtres humains se sont jamais tenus. C'est la destination la plus amicale, la plus proche et la plus accessible de toute cette descente dans l'espace. Le seul endroit au-delà de la Terre que nous ayons réellement visité avec nos propres corps et dont nous soyons revenus vivants. Et c'est une étendue silencieuse, sans air, brûlée par le soleil, gelée, de poussière grise, où une nuit dure 2 semaines, où la température oscille sur 300 degrés, où le son n'a jamais existé et où, sur la moitié de sa surface, la Terre n'est jamais apparue une seule fois dans le ciel.
Voilà l'option douce, voilà le bon voisin. Considérez ce qu'il a réellement fallu pour que des êtres humains y survivent, même brièvement. Les astronautes qui ont marché sur la Lune ne sont pas sortis dans un vide neutre. Ils sont entrés dans un environnement qui cherchait activement, par simple physique, à les achever, et seule la combinaison a tenu à distance ces 2 semaines d'extrême pendant les quelques heures de leur séjour. La surface lunaire est couverte d'une fine poussière grise appelée régolithe, broyée à partir de la roche au fil de milliards d'années par la pluie incessante de minuscules météorites qui frappent un monde dépourvu d'air pour les consommer. Cette poussière ne ressemble pas au sable. Elle n'a jamais été altérée par l'eau ni par le vent, de sorte que chaque particule est coupante et déchiquetée. Et elle s'accroche à tout, s'insinuant dans les joints, les articulations et les tissus, rayant les visières, usant les couches extérieures des combinaisons. Les astronautes ont constaté qu'elle sentait faiblement la poudre à canon quand ils la ramenaient à l'intérieur, et qu'elle était si abrasive qu'elle aurait pu user leur équipement jusqu'à la panne s'ils étaient restés beaucoup plus longtemps. La Lune n'a pas besoin de météo ni de prédateurs pour être hostile. Son sol même est un danger, aiguisé par le bombardement qui, lors d'un séjour plus long, finirait par atteindre les visiteurs eux-mêmes. Et ce bombardement ne s'arrête jamais. Sans atmosphère pour la protéger, la surface lunaire est frappée en continu par des micrométéorites. Minuscules grains de roche et de métal tombant depuis l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, chacun heurtant le sol sans rien pour le ralentir. Sur Terre, ces mêmes particules brûlent sans danger dans la haute atmosphère, et nous les voyons comme des étoiles filantes. Sur la Lune, elles arrivent à pleine vitesse et frappent la surface directement, de sorte que quiconque se tient là est exposé en permanence à une faible grêle d'impact à très haute vitesse, dont n'importe lequel pourrait, s'il touchait une combinaison, l'ouvrir sur le vide. Ajoutez à cela le rayonnement qui se déverse depuis le Soleil et depuis la galaxie tout entière, sans champ magnétique ni atmosphère pour le dévier, et la longue nuit lunaire, 14 jours d'obscurité pendant lesquels la température descend assez bas pour figer le matériel, et vous commencez à comprendre que la destination la plus amicale au-delà de la Terre n'est amicale que dans la mesure où nous pouvons l'atteindre. Elle n'offre rien d'autre. Pas d'air, pas de chaleur, pas d'abri, pas de pitié. C'est un endroit que nous pouvons toucher, et c'est la seule bonté qu'il possède. Le plus étrange est à quel point elle est belle vue d'ici. Cette même lune qui tuerait un visiteur sans protection en moins de temps qu'il n'en faut pour retenir son souffle est la douce lumière argentée à laquelle nous écrivons des poèmes depuis que nous avons un langage. Le visage clément qui a veillé sur chaque nuit de l'histoire humaine. Il y a une leçon dans cet écart entre ce à quoi elle ressemble et ce qu'elle est, et cette leçon traverse tout ce voyage. Les choses de l'espace sont souvent superbes à distance et mortelles de près. Et cette beauté n'est pas exactement un mensonge, mais c'est un réconfort que nous projetons sur un endroit qui n'en contient aucun. La Lune est belle. La Lune est aussi une étendue silencieuse, sans air, brûlée et gelée, où la Terre ne se lève jamais sur la moitié de sa surface. Ces deux choses sont vraies, et la distance qui les sépare est la distance que toute cette descente n'arrête pas de franchir. Tout devient moins clément à partir d'ici, et cela devient moins clément très vite, parce que la Lune, malgré toute sa désolation, se trouve encore pratiquement dans notre jardin. Elle est assez proche pour que nous la voyions distinctement, assez proche pour que le délai de la lumière dépasse à peine la seconde, assez proche pour que nous y soyons allés à pied et revenus. Le seuil suivant fait quelque chose que la Lune ne fait pas. Il prend les petites distances survivables auxquelles nous avons eu affaire et les multiplie jusqu'à ce qu'elles cessent d'avoir un sens, jusqu'à ce que le concept même de distance commence à ressembler à une forme de cruauté. Quand nous dépasserons la Lune pour entrer dans le corps véritable du système solaire, nous allons découvrir la quantité réelle de néant qui sépare les mondes, et à quel point un voyageur là-bas serait véritablement seul. 4e partie. Le vide entre les mondes. Une fois la Lune laissée derrière vous, les distances amicales prennent fin et l'échelle réelle du système solaire s'ouvre sous vos pieds comme un plancher qui cède. Pour comprendre ce qui vient ensuite, il faut d'abord comprendre l'unité que les astronomes utilisent pour mesurer les distances ici, parce que c'est un nombre qui remet discrètement tout à zéro. La distance de la Terre au Soleil s'appelle une unité astronomique, et elle vaut environ 150 millions de kilomètres. C'est la référence, le pas unique, la plus petite règle que nous utilisions quand nous parlons du système solaire. Et même ce premier pas est plus grand que l'esprit ne peut réellement se le représenter. La lumière, qui est la chose la plus rapide qui existe, se déplaçant à une vitesse qui lui permettrait de faire plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde, met 8 minutes et 20 secondes à franchir cette distance. Restez un instant avec cela, parce que s'y cache une nouvelle apparition de la vérité rencontrée sur la Lune. Le Soleil que vous voyez dans le ciel a 8 minutes et 20 secondes d'âge. La lumière qui réchauffe votre visage a quitté la surface du Soleil il y a plus de 8 minutes et a traversé 150 millions de kilomètres d'espace vide pour vous atteindre. Si le Soleil devait disparaître d'un seul coup, vous ne le sauriez pas avant plus de 8 minutes. Vous continueriez à sentir sa chaleur, à voir sa lumière, à vivre votre après-midi ordinaire, alors que l'étoile qui ancre votre monde entier aurait déjà cessé d'exister. Une fois encore, vous regardez toujours quelque chose qui a déjà disparu.
Le délai qui n'était qu'à peine une seconde à la Lune est devenu plus de 8 minutes au Soleil. Et nous n'avons pas encore quitté le système solaire interne. Laissez maintenant les distances grandir. La Terre est en orbite à une unité astronomique. Mais le système solaire ne s'arrête nulle part près de là. Avancez au-delà de Mars, au-delà de la ceinture d'astéroïdes, au-delà de Jupiter et de ses tempêtes plus larges que notre planète entière, au-delà de Saturne et de ses anneaux, jusqu'au monde bleu et froid de Neptune, et vous vous retrouvez à environ 30 unités astronomiques du Soleil, 30 fois la distance de la Terre, c'est-à-dire environ 4,5 milliards de kilomètres. Là-bas, la lumière du Soleil met environ 4 heures à arriver. Et depuis la surface de Neptune, ou depuis un vaisseau flottant sur son orbite, le Soleil ne serait plus le grand feu dominant qui règne sur notre ciel. Ce serait une étoile parmi d'autres, très brillante, un point de lumière que vous pourriez masquer avec le pouce levé, jetant une lueur pâle et lointaine sur un monde où midi est plus sombre que le crépuscule terrestre. Le Soleil, centre de tout, source de toute notre chaleur et de toute notre lumière, réduit à une étincelle. Et Neptune n'est pas la limite. Ce n'est que la dernière des grandes planètes. Au-delà s'étend tout un domaine supplémentaire de corps glacés. Et au-delà encore la véritable frontière où l'influence du Soleil finit par s'éteindre. Pour comprendre à quelle distance se trouve réellement cette frontière, considérez le voyageur le plus rapide et le plus lointain que notre espèce ait jamais lancé. En 1977, nous avons envoyé un petit vaisseau nommé Voyager 1 vers les planètes extérieures. Il a survolé Jupiter et Saturne, renvoyant des images qui ont changé notre regard sur notre propre voisinage. Puis il a continué vers l'extérieur, plus vite que tout objet que nous ayons jamais lâché. Il voyage maintenant depuis presque un demi-siècle, se déplaçant à environ 61 000 km à l'heure, sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir. En 2012, après 35 ans de vol, il a enfin franchi la frontière appelée héliopause, l'endroit où le vent sortant du Soleil cède la place au gaz ténu qui règne entre les étoiles à une distance d'environ 120 et une unité astronomique. Il était enfin entré dans l'espace interstellaire. Et voici le nombre qui devrait vous faire taire. Après près de 50 ans de vol ininterrompu, après être devenu l'objet fabriqué par l'homme le plus lointain qui existe, Voyager 1 se trouve à environ un jour-lumière de chez nous. Un jour, si vous voyagiez à la vitesse de la lumière. La chose la plus rapide que nous ayons jamais construite, se déplaçant vers l'extérieur pendant presque un demi-siècle, a couvert une distance que la lumière elle-même franchit en 24 heures. Voilà la taille de l'écart auquel nous avons désormais affaire. Pas la largeur d'une planète, pas la portée de la Lune, pas même les 8 minutes qui nous séparent du Soleil, mais une distance si grande que notre plus grand exploit d'exploration, soutenu sur 2 générations humaines, revient à une seule journée à la vitesse de la lumière. Et même cela ne marque pas la véritable limite du Soleil. Bien au-delà de Voyager, bien au-delà des planètes et des champs glacés situés après Neptune, on pense qu'il existe une immense coquille de comètes entourant le système solaire tout entier, appelée le nuage d'Oort. C'est le réservoir d'où tombent vers le Soleil les comètes à longue période, et il marque la limite extérieure de la portée gravitationnelle du Soleil. Personne ne l'a jamais vu directement. Nous en déduisons l'existence à partir des comètes qui en proviennent, mais les estimations de son étendue sont stupéfiantes. Le nuage d'Oort commencerait à quelques milliers d'unités astronomiques et s'étendrait jusqu'à 100 000 unités astronomiques du Soleil, 100 000 fois la distance de la Terre. Cela représente presque une année-lumière entière vers l'extérieur, ce qui signifie que le véritable domaine du Soleil, la sphère à l'intérieur de laquelle sa gravité règne encore, s'étend presque à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Notre système solaire, correctement compris, n'est pas le schéma bien rangé de planètes que nous dessinions enfants. C'est une sphère presque vide de près de 2 années-lumière de diamètre, avec une poignée de mondes minuscules blottis près du centre chaud et une énorme coquille sombre de comètes gelées marquant son bord lointain et invisible. Et voici la peur qui arrive à ce seuil, remplaçant celles qui l'ont précédée. Sur la Lune, la terreur était environnementale, l'absence d'air, le froid, le silence. Ici, la terreur devient quelque chose de nouveau. C'est la terreur de la distance elle-même, d'un vide si large que le secours devient impossible et que le sauvetage devient une fantaisie. Un voyageur en détresse entre les planètes ne se trouve pas à quelques heures de la sécurité. Il se trouve à des mois ou à des années de l'être humain le plus proche, flottant dans un volume d'espace si grand et si vide que les planètes elles-mêmes ne sont guère plus que des grains éparpillés dans une immensité de néant. L'espace entre les mondes n'est pas parsemé de relais et d'îles. C'est un vide presque parfait, brisé seulement de loin en loin par un vagabond solitaire de roches ou de glace. Si quelque chose tournait mal là-bas, personne ne pourrait vous atteindre à temps. Personne ne pourrait vous atteindre du tout. Nous avons l'habitude de dessiner le système solaire comme un endroit encombré et animé, toutes les planètes serrées les unes contre les autres, le Soleil imposant, tout à portée de main. Cette image est un mensonge d'échelle, et c'est un mensonge réconfortant, parce que la vérité est presque impossible à représenter honnêtement. Si vous réduisiez le Soleil à la taille d'une bille posée sur une table, la Terre serait un grain de poussière presque invisible à environ 1 mètre, et Neptune un autre grain plus faible à une trentaine de mètres, et le bord du nuage d'Oort se trouverait à des kilomètres, au-delà des murs du bâtiment, au-delà de la ville.
Le système solaire est majoritairement, écrasamment, presque entièrement vide. Les mondes y sont les choses les plus rares. Le néant est la règle et les quelque chose sont les exceptions. Il existe une image célèbre qui saisit ce vide mieux que n'importe quel schéma, et elle a été faite presque par accident. En 1990, alors que la sonde Voyager quittait le système solaire après avoir dépassé les planètes extérieures, l'astronome Carl Sagan a insisté pour que les caméras soient retournées afin de jeter un dernier regard vers la maison. À environ 6 milliards de kilomètres, le vaisseau a photographié la Terre. Et sur cette image, notre monde entier apparaît comme un unique point de lumière de moins d'un pixel, un minuscule point pâle suspendu dans une bande de lumière solaire diffuse, presque perdu dans le vide. Tous ceux qui ont jamais vécu, chaque roi et chaque enfant, chaque guerre et chaque amour, tout cela sur ce seul grain quasi invisible. Et cette photographie a été prise à seulement 6 milliards de kilomètres, à peine le début du voyage, même pas un jour-lumière complet. Depuis la véritable limite du domaine solaire, la Terre n'apparaîtrait pas du tout. Elle serait trop petite et trop faible pour être trouvée, noyée dans l'éclat d'un soleil qui se serait lui-même réduit à une étoile brillante. Les films nous ont appris à imaginer les espaces entre les planètes comme des lieux animés et dangereux, en particulier la ceinture d'astéroïdes, que l'on montre habituellement comme un champ tumultueux de rochers si densément tassés qu'un vaisseau doit slalomer frénétiquement pour ne pas être broyé. La réalité est presque l'inverse, et elle est plus troublante que la fiction. La ceinture d'astéroïdes existe et elle contient énormément d'objets, mais elle est répartie sur un volume d'espace si énorme que la distance moyenne entre un astéroïde et le suivant se compte en centaines de milliers, voire en millions de kilomètres. Si vous vous teniez sur un astéroïde, il est très probable que vous ne pourriez en voir aucun autre à l'œil nu. Des sondes ont traversé la ceinture de nombreuses fois et le risque de collision est si faible qu'il entre à peine dans la planification. La ceinture n'est pas encombrée. Elle est presque vide, comme tout le reste ici, une dispersion de rochers rares perdus dans une immensité de néant. Même le seul endroit du système solaire que nous imaginons densément peuplé se révèle, à l'examen, surtout vide. Et le vide entre les planètes n'est pas passif. L'espace qu'un voyageur traverserait est rempli de rayonnements, un danger invisible et constant dont notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent complètement ici-bas. Au-delà de cette protection, le Soleil lance des tempêtes de particules chargées. Et depuis bien au-delà du système solaire arrive une pluie continue de rayons cosmiques, fragments d'atomes de très haute énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Un équipage humain en route vers Mars, un voyage de plusieurs mois, absorberait une dose de rayonnement qui s'accumulerait tout au long du trajet, sans abri et sans bouclier, chaque journée du voyage s'ajoutant au total. Le vide entre les mondes n'est pas seulement large, froid et solitaire. Il est aussi, discrètement et invisiblement, toxique, de sorte que le simple fait de le traverser expose le voyageur à un mal lent et constant que la mince coquille bleue de la maison absorbait silencieusement pour lui depuis toujours. Nous n'avons donc traversé que le premier jour-lumière de notre voyage, et déjà les distances ont sorti les dents. Déjà la peur est passée de ce qui arriverait à votre corps à la question de savoir à quelle distance vous êtes de tout ce que vous connaissez. Et pourtant, et c'est la partie qui devrait vous faire frissonner, nous ne sommes allés nulle part. Nous n'avons pas quitté l'arrière-cour du Soleil. Tout ce que nous avons décrit, les planètes, les comètes, le demi-siècle de vol de Voyager, tout cela tient à l'intérieur de la portée d'une seule étoile. Le seuil suivant nous emmène complètement au-delà de cette portée, jusqu'à l'endroit où le Soleil devient un simple point de lumière derrière nous. Et le véritable gouffre, celui qui écrase tout ce que nous avons vu jusqu'ici, s'ouvre enfin devant nous. Parce que si le système solaire est un endroit solitaire, l'espace entre les étoiles est une solitude d'un tout autre ordre. 5e partie. Le gouffre entre les étoiles. Laissez le Soleil derrière vous maintenant. Tournez le dos au dernier reste de sa chaleur, à la lointaine et fragile coquille de comète, à toute la sphère de 2 années-lumière que l'étoile gouverne, et sortez dans l'espace qui sépare les étoiles. C'est ici que la distance cesse d'être un grand nombre pour devenir quelque chose qui ressemble davantage à un mur. Parce que l'étoile la plus proche de la nôtre, le Soleil le plus proche de tous les cieux, la première destination possible au-delà de notre propre système est une petite naine rouge nommée Proxima du Centaure. Et elle se trouve à environ 4 années-lumière écart. Traduisons cela lentement, parce que le nombre en kilomètres est de ceux que l'esprit refuse simplement de retenir. 4 années-lumière écart, cela fait environ 40 000 milliards de kilomètres. Pas 40 milliards. 40 000 milliards. Pour atteindre l'étoile la plus proche, il vous faudrait traverser 40 000 milliards de kilomètres d'un néant presque parfait. Et souvenez-vous de Voyager 1, notre vaisseau le plus rapide, qui après presque 50 ans a parcouru un seul jour-lumière. Si nous pointions Voyager vers Proxima du Centaure et le laissions filer, il lui faudrait environ 70 000 ans pour arriver. 70 000 ans. Toute notre histoire écrite, chaque civilisation qui s'est élevée et qui est tombée, chaque guerre et chaque chanson et chaque nom qui ait jamais été consigné, tout cela ne couvre que quelques milliers d'années. Franchir l'écart qui nous sépare de la seule étoile, la plus proche à la vitesse de notre machine la plus rapide, prendrait plus de 10 fois la longueur de toute l'histoire humaine.
Un enfant lancé à bord de ce vaisseau serait poussière, et ses descendants seraient poussière, et les descendants de leurs descendants, sur 2000 générations, seraient poussière, et le vaisseau ne serait toujours pas arrivé. C'est là la peur du gouffre interstellaire, et c'est une peur différente de celle qui l'ont précédé. Le vide pouvait vous tuer en quelques secondes, mais au moins il était proche. La Lune était mortelle, mais au moins elle était accessible. Le vide du système solaire était vaste, mais le Soleil le tenait encore ensemble. Ici, entre les étoiles, il n'y a aucun réconfort de ce genre. Les distances sont tout simplement trop grandes pour nous, pas trop grandes pour notre technologie actuelle. Pas trop grandes pour ce siècle ou le suivant, mais trop grandes pour l'échelle humaine elle-même. Une vie humaine est bien trop courte. Une civilisation humaine est bien trop courte. Même une espèce humaine, dans la durée où elle a existé jusqu'ici, est bien trop courte pour franchir ne serait-ce qu'un seul de ces écarts. Les distances entre les étoiles ne sont pas un problème d'ingénierie en attente de solution. Elles sont construites à une échelle qui ne nous inclut pas, une échelle sur laquelle une espèce entière représente moins d'un seul pas. Et cette indifférence à notre échelle de temps est en elle-même une forme de terreur. Et l'espace que vous traverseriez pour y arriver est plus vide que tout ce que nous avons décrit jusqu'ici. À l'intérieur du système solaire, il y avait au moins des planètes, des comètes et la lumière chaude du Soleil. Entre les étoiles, il n'y a presque rien du tout. La distance moyenne entre les systèmes stellaires dans notre partie de la galaxie se mesure en années-lumière, en milliers de milliards de kilomètres. Et dans tout cet espace, il n'y a guère plus que quelques atomes d'hydrogène épars par centimètre cube, plus froids et plus ténus que le meilleur vide que nous puissions produire en laboratoire. Si vous étiez placé en un point au hasard entre les étoiles, vous vous trouveriez dans une obscurité si complète et une solitude si totale que l'étoile la plus proche, dans n'importe quelle direction, serait une étincelle lointaine et inatteignable, à des années de lumière, et que tout le reste serait simplement noir. C'est là la condition véritable de la plus grande partie de l'univers. Pas des planètes, pas des étoiles, pas de la lumière, mais d'immenses étendues de noir froid et vide, avec les choses lumineuses flottant rares et éloignées, comme une poignée de braises éparpillées sur un océan. Il existe un type de monde qui vit dans cette obscurité, et c'est peut-être l'objet le plus solitaire que la galaxie contienne. Quand les systèmes planétaires se forment, ce sont souvent des endroits violents, et il arrive qu'un jeune monde soit éjecté loin de son étoile, expulsé par la gravité d'un voisin plus gros vers l'espace entre les soleils. Ce sont les planètes errantes, des mondes sans étoiles propres, et il pourrait y en avoir des milliards à la dérive dans notre galaxie, dépassant peut-être même en nombre les étoiles elles-mêmes. Une planète errante ne tourne autour de rien. Elle tombe simplement pour toujours à travers l'obscurité entre les étoiles, sans porter ni lumière ni chaleur, sa surface à quelques degrés seulement au-dessus de la température la plus froide que la physique autorise. Laissez-vous vous tenir sur l'une d'elles un instant. Laissez-vous sentir ce que serait un tel endroit. Vous êtes debout sur la surface d'un monde qui n'a pas de soleil. Sous vos pieds, il y a un sol solide, de la vraie roche, une planète aussi substantielle et aussi ancienne que la Terre, avec des montagnes, des plaines et des mers gelées. Mais il n'y a aucune lumière au-dessus de vous. Il n'y a pas de soleil, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Le ciel n'est pas le noir de la nuit avec le soleil qui attend de se lever. C'est un noir qu'aucune aube ne viendra jamais briser, une obscurité permanente et totale qui tient ce monde depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Vous levez les yeux, et là où vous espérez une lune ou un lever de soleil, il n'y a que des étoiles lointaines, ténues, froides et inimaginablement éloignées, chacune à des milliers de milliards de kilomètres, aucune assez proche pour réchauffer une seule pierre. Le sol sous vos pieds est plus froid que tout ce que la Terre a jamais connu, planant juste au-dessus du zéro absolu, si froid que l'air même de n'importe quel monde tomberait en neige puis gèlerait plus dur encore. Rien ne bouge. Rien n'a jamais bougé ici, sinon la lente chute de la planète à travers l'obscurité. Il n'y a pas de vent, pas de son, pas de chaleur, pas de changement, aucun espoir de changement. Ce monde tombe à travers la nuit entre les étoiles depuis des milliards d'années, et il continuera de tomber pendant des milliards d'années encore, et pendant tout ce temps, aucune lumière ne le touchera, et il ne saura jamais que quoi que ce soit d'autre existe. Voilà une obscurité qui n'attend pas de finir. Voilà une obscurité qui est simplement ce que l'univers est presque partout, presque toujours. Maintenant, redescendez de ce monde gelé et revenez à celui chaud d'où vous venez, et mesurez à quel point il est chanceux, improbable, infiniment rare de se tenir sur une planète qui possède un soleil. Nous sommes si habitués à la lumière du jour que nous la traitons comme l'ordre naturel des choses. Mais l'ordre naturel, à travers la plus grande partie de la galaxie, est celui des planètes errantes. L'ordre naturel, c'est le froid, le noir et la chute sans fin. Les mondes avec un soleil, les mondes avec de la chaleur, de la lumière et la possibilité que quoi que ce soit arrive sont les exceptions, et ils flottent dans une mer de vagabonds gelés et d'années-lumière vides qui les engloutiraient sans même s'en apercevoir. Il y a encore un tour de vis ici, et il concerne non seulement la distance, mais ce que la distance fait à notre solitude. Parce que le gouffre interstellaire ne rend pas seulement le voyage entre les étoiles difficile, il rend difficile jusqu'au fait de les appeler, de tendre la main, d'être entendu. Un signal envoyé vers l'étoile la plus proche mettrait 4 ans et quart à arriver,
Et toute réponse mettrait 4 ans et quart à revenir. Un seul échange, un bonjour et un bonjour en retour, consommerait la plus grande partie d'une décennie. Et l'étoile la plus proche n'est que le début. La plupart des étoiles de la galaxie sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière, ce qui signifie que toute conversation avec elle, s'il y avait quelqu'un pour parler, s'étendrait sur des siècles ou des millénaires, un mot par vie humaine, la question posée par un ancêtre et la réponse reçue par un descendant qui ne l'a jamais connue. Le gouffre entre les étoiles n'est pas seulement une barrière pour nos vaisseaux. C'est une barrière à la connexion elle-même, une distance si large qu'elle isole chaque point de lumière de tous les autres et transforme la galaxie scintillante tout entière en une dispersion d'îles trop éloignées pour se toucher un jour. Il vaut la peine de nommer les voisines, parce que même notre compagnie stellaire la plus proche est une leçon de distance. Proxima du Centaure est la plus proche, à 4 années-lumière écart, et elle appartient à un petit groupe de 3 étoiles, le système Alpha du Centaure, faiblement lié. Ensuite, viennent l'étoile de Barnard, à environ 6 années-lumière, puis une poignée d'autres à 8, 9, 10 années-lumière et au-delà. Chacune est une île de lumière séparée, avec d'immenses gouffres de néant entre elles. Dans un rayon d'une dizaine d'années-lumière autour du Soleil, une sphère qui paraît petite jusqu'à ce que vous vous rappeliez qu'une seule année-lumière fait 10 000 milliards de kilomètres, il n'y a qu'une poignée de systèmes stellaires, peut-être une douzaine. Voilà la véritable densité de population de notre région de la galaxie. Une douzaine de soleils dans une sphère de 10 années-lumière, et entre eux un vide presque parfait. Nous ne vivons pas dans une cité d'étoiles encombrée, mais sur une frontière très faiblement peuplée, où le voisin le plus proche est à une distance impossible et où ceux d'après sont plus loin encore. Des gens ont essayé d'imaginer comment nous pourrions un jour franchir un tel écart, et les idées elles-mêmes révèlent l'ampleur du problème. La plus discutée est le vaisseau Génération, un navire si vaste et si autosuffisant qu'il pourrait transporter une communauté entière à travers le vide, les voyageurs qui arriveraient étant les lointains descendants de ceux qui sont partis, des générations ayant vécu et être mortes à bord pendant les siècles ou les millénaires de la traversée. Réfléchissez à ce que cela exige. Cela exige de construire un monde clos et parfait qui ne tombe jamais en panne, qui recycle chaque bouffée d'air et chaque goutte d'eau impeccablement pendant des centaines d'années, qui élève génération après génération des gens qui ne verront jamais le monde que leurs ancêtres ont quitté et ne verront jamais le monde que leurs descendants pourraient atteindre, qui vivront toute leur existence dans l'obscurité entre les étoiles, en transit, n'appartenant à aucun monde. Et même cet exploit vertigineux ne déposerait ses passagers qu'à la seule étoile la plus proche. Le gouffre n'est pas seulement une distance. C'est une distance si grande que la franchir exigerait que nous devenions une autre sorte de créature, une créature qui mesure ses voyages en vie de civilisation plutôt qu'en vie de personne. Il y a une immobilité plus grande encore dans l'obscurité interstellaire qu'il vaut la peine de ressentir avant que nous ne nous élevions au-dessus d'elle. Entre les étoiles, la température de l'espace lui-même, le fond sur lequel tout repose, n'est que d'environ 3 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus froide qui puisse exister. Cette faible chaleur est le dernier reste, en train de s'éteindre, du commencement de l'univers, la lueur résiduelle du moment de la création, refroidie maintenant, sur 13 milliards d'années, jusqu'à presque rien. Partout entre les étoiles, dans tout ce vide, c'est là la condition ambiante. Un vide quasi total, une obscurité quasi totale et une température à quelques degrés du plancher absolu du froid. Les planètes errantes y tombent, la lumière des étoiles lointaines le traverse, et il continue et continue, remplissant presque tout le volume de la galaxie, l'état véritable et ordinaire de presque tout ce qui existe. Et pourtant la galaxie scintille. Malgré tout ce vide, quand vous prenez assez de recul, les étoiles se rassemblent bel et bien en quelque chose. Une immense structure tournante de lumière qui contient notre Soleil, Proxima du Centaure et 100 milliards d'autres. Nous avons parlé comme si les étoiles étaient dispersées au hasard dans l'obscurité, et localement c'est presque vrai. Mais à plus grande échelle, elles sont liées entre elles, tenues par la gravité dans un système gigantesque en rotation. Et quand nous nous élèverons assez haut pour en voir l'ensemble, la solitude ne disparaîtra pas. Elle ne fera que grandir, parce que nous découvrirons combien il existe de ces soleils isolés, et à quel point le nôtre est devenu petit parmi eux. Le seuil suivant nous emmène vers le haut et vers l'extérieur, jusqu'à ce que le système solaire tout entier, Proxima comprise, se réduise à un point unique, et que nous voyions pour la première fois la roue de 100 milliards de soleils à l'intérieur de laquelle nous avons vécu depuis toujours sans jamais en voir la forme. 6e partie. La roue de 100 milliards de soleils. Élevez-vous maintenant jusqu'à ce que le Soleil lui-même devienne un simple point de lumière et retournez-vous pour regarder la structure à laquelle il appartient. Notre étoile, avec ses planètes, ses comètes et sa sphère d'influence de 2 années-lumière, est un membre parmi d'autres d'une immense cité stellaire en rotation appelée la Voie lactée. Et pour en voir l'ensemble, il faut reculer jusqu'à une échelle qui fait paraître petites les distances interstellaires que nous venons de franchir. La Voie lactée est une spirale aplatie, un disque d'étoiles qui tourne lentement dans l'obscurité, et elle mesure entre 100 000 et 120 000 années-lumière de diamètre. Rappelez-vous ce qu'est une année-lumière.
Rappelez-vous que l'étoile la plus proche était à 4 années-lumière et que franchir une seule d'entre elles prendrait 70 000 ans à notre vaisseau le plus rapide. Mettez maintenant 100 000 de ces distances bout à bout et vous obtenez la largeur de la galaxie où nous vivons. À l'intérieur de ce disque tournant, il y a, selon la plupart des estimations, entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Le nombre est si grand qu'il met en échec toute tentative de le rendre réel. Si vous essayez de compter les étoiles de la Voie lactée au rythme d'une par seconde, sans jamais dormir, sans jamais vous arrêter, il vous faudrait des milliers d'années rien que pour atteindre l'estimation basse. Chacune de ces étoiles est un soleil. Beaucoup ont des planètes. Certaines de ces planètes sont des mondes comme l'errante gelée sur laquelle nous nous sommes tenus, et d'autres peut-être des mondes avec de la chaleur, de la lumière, des océans. Et toutes, les 100 milliards et davantage, sont liées ensemble dans cette unique roue tournant lentement, dont notre Soleil est un membre quelconque, assis non pas au centre, non pas quelque part d'important, mais à environ 27 000 années-lumière vers le bord, sur l'un des bras spiraux, dans une banlieue tranquille de la galaxie, où il ne se passe rien de particulier.